Bonjour à tous, voici la correction du TP de l'étude de la balle en chute libre. Alors, on a déjà vu comment s'effectuer le pointage vidéo, au cours duquel on a obtenu le temps, donc image par image, toutes les 40 millisecondes, et puis l'altitude de la balle, qui part donc de en gros 1,86 m et qui arrive à 19 cm de l'origine des points de mesure que nous avons choisis. Donc vous avez maintenant à remplir le tableau pour pouvoir calculer la vitesse et les énergies. Alors, pour calculer la hauteur, vous partez donc de la hauteur la plus grande. Donc vous êtes à 1,585. Donc 1,858 pardon, moins la valeur qui est dans la case de l'altitude. Donc vous cliquez sur Z. Alors évidemment j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié de mettre le égal. Et donc si on met pas le égal, eh ben ça fonctionne pas. Donc ici on clique et on fait entrer. Et donc là vous obtenez 0. C'est logique puisque vous avez soustrait les deux valeurs identiques. Mais lorsque vous allez tirer jusqu'en bas, vous allez obtenir la hauteur de chute au fur et à mesure, en partant donc de la première valeur, et à chaque fois vous soustrayez la valeur qui est dans la case. Et donc vous obtenez bien la hauteur de chute jusqu'à la fin. Vous devez ensuite créer la colonne de la vitesse. Donc vitesse en mètres par seconde. Alors la première valeur j'avais dit 0. Donc on va voir que si on met 0, on va avoir un petit souci quand on va tracer le graphique. Parce que la vitesse n'est pas réellement nulle au départ, mais ça c'est un problème de vidéo. Il faudrait avoir une autre vidéo avec une vitesse vraiment nulle au départ pour pouvoir avoir les bons résultats. Donc ici on va calculer la vitesse à partir du point numéro 2 en faisant, on a dit Z de 1 moins Z de 3, le tout divisé par T3 moins T1. Ferme la parenthèse. Donc on n'oublie pas les parenthèses. Et ensuite on tire jusqu'à l'avant-dernière valeur, puisqu'on ne peut pas faire la dernière étant donné qu'on n'a pas de mesure après ici au niveau de l'altitude. Une fois qu'on a la vitesse, on va créer la vitesse au carré, qui est donc en mètres carrés par seconde carrée. Alors cette fois-ci c'est un calcul, c'est quoi? Bah, c'est la vitesse multipliée par elle-même. Voilà, et on tire jusqu'à la dernière. Ensuite, il nous faut l'énergie cinétique en joules. Qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? C'est 1/2, donc 0,5, fois la masse de la balle qui vaut 0,056 kg, puisqu'on est à 56 grammes, fois la vitesse au carré, et c'est-à-dire cette case-là. On fait entrer, et on tire jusqu'à la dernière valeur de la vitesse au carré, et on obtient l'énergie cinétique. On fait la même chose avec l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, qu'est-ce que c'est? C'est la masse, c'est mgz, hein. Donc 0,056, g, on a dit qu'on prenait 10, et on multiplie par z, que l'on a déjà dans la case, dans la colonne B. Et on tire jusqu'en bas. Et enfin, énergie mécanique, en joule aussi, qui n'est autre que la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Entrée, on revient sur la case, on tire jusqu'en bas,
et on a toutes nos valeurs. Alors, ensuite, on doit tracer la vitesse en fonction du temps. Donc on va sélectionner la case du temps, la colonne du temps, et alors on va s'arrêter à l'avant-dernière ligne. On appuie sur CTRL, on sélectionne la vitesse, on s'arrête ici, et après on fait insertion, nuage de points, et on obtient la vitesse. Alors la vitesse, qui est censée être une fonction linéaire et qui est censée partir normalement de 0. Donc, on peut tracer son modèle en cliquant, clic droit, ajouter une courbe de tendance. On choisit donc linéaire, on coche les deux dernières cases, afficher l'équation, afficher le coefficient, et on obtient une fonction qui, normalement, ici, là, le 1,2, ça devrait être normalement très proche de 0. Donc, si l'expérience avait été réalisée de manière un peu mieux, on n'aurait pas cette vitesse ici, là, la courbe, elle partirait normalement de 0. Et le coefficient directeur, ça vous pouvez pas le savoir, mais le coefficient directeur, il est censé correspondre à G, l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire 10, ou plus précisément 9,8, qui est la valeur réelle sur Terre, à l'endroit où on fait les mesures, donc à peu près à Paris. Voilà. Donc nous, là, on a 9,5 au lieu de 9,8. Donc le coefficient directeur est pas mauvais. Par contre, l'ordonnée à l'origine, là, devrait être beaucoup plus proche de 0. Donc ça, c'est un premier graphique. On a un deuxième graphique à faire, c'est la vitesse au carré en fonction de h. Donc même chose, on prend la colonne h, on appuie sur CTRL, la colonne v carré, on fait insertion, nuage de points, voilà. Et pareil, on a des points alignés, donc on ajoute une courbe de tendance, on coche les deux dernières cases, et voilà. Donc on obtient v carré en fonction de h, donc là aussi, on est censé avoir ici une valeur qui est nulle. Normalement, la courbe, elle doit passer par 0, et on doit avoir quelque chose de linéaire. Alors, on verra après, en fait, pourquoi on a l'impression que vers la fin, ça n'est plus linéaire. D'accord? Au départ, les premiers points, ils sont pas mal. Si on avait fait une modélisation uniquement sur les 5 premiers points, on aurait une droite qui passerait un peu plus près de 0 et qui serait un peu plus pentue. Alors il faut savoir que le coefficient directeur qui est là, il est censé être égal à 2 fois G. Donc 2 fois 9,8, ça fait 19,6. Là, vous voyez, on est à 18,2, on est en dessous de ce qu'on devrait avoir. Pourquoi? Parce que les points à la fin ont tendance à moins augmenter qu'avant. Et ça, c'est logique. C'est parce que on est sur Terre et qu'il y a des frottements dans l'air et que plus ça va vite, plus les frottements sont importants et du coup, au lieu d'avoir des points qui s'alignent comme ça en continuant tout droit, on a les points qui commencent à s'arrondir. La courbe commence à s'arrondir parce que la vitesse augmente de moins en moins. Ça se voit d'ailleurs ici aussi. Vers la fin du mouvement, la vitesse en fait augmente moins qu'elle ne devrait. On termine avec le graphique des trois énergies sur le même graphe en fonction du temps. Alors pareil, on va sélectionner la colonne du temps, on appuie sur CTRL et là on va sélectionner les trois colonnes en même temps. Et même chose, on va insérer des nuages de points. Alors la différence par rapport à avant, c'est que comme ce sont des courbes, on va tracer les courbes du nuage de points. Et voilà. On obtient nos trois graphiques. Et donc maintenant, on peut répondre à toutes les questions du compte-rendu. Donc le tableau est rempli. Le premier graphique de la vitesse, le deuxième graphique de la vitesse au carré en fonction de la hauteur. Et maintenant, on peut répondre aux questions. Donc comment varie la vitesse au cours du temps?
Et ben on a vu tout à l'heure donc sur le graphique, le premier graphique, que la vitesse est proportionnelle au temps. Ça veut dire que plus le temps avance, plus la vitesse augmente. On a donc un mouvement qui est accéléré. Et c'est un mouvement rectiligne puisqu'on a une chute verticale. Donc mouvement rectiligne accéléré. Petit d, donc je vous le disais tout à l'heure, le coefficient directeur de la droite, en fait, correspond à 2g. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, lors d'une chute libre, donc, eh bien, la vitesse, la formule de la vitesse, c'est racine de 2gh. Donc si on trace la vitesse au carré en fonction de h, le coefficient directeur correspond à 2 fois g. Donc on devrait avoir 19,6, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on analyse ce qui se passe au niveau des énergies. Alors ce qui se passe, c'est très logique. Donc première question de l'analyse des résultats, la balle a priori n'est soumise qu'à une seule force, son poids. On néglige pour l'instant les frottements. Et donc quand on regarde le graphique, on s'aperçoit qu'au départ l'énergie potentielle, donc qui est en rouge, est au maximum, et que plus on avance, plus la balle tombe, plus l'énergie potentielle diminue. C'est logique puisque l'énergie potentielle est proportionnelle à l'altitude, et que quand la balle tombe, l'altitude diminue. Alors c'est pas linéaire, hein, c'est une fonction en courbe. On a la même chose à l'envers pour l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'au départ il n'y a pas d'énergie cinétique parce que la balle elle est dans la main donc elle bouge pas, et au fur et à mesure que la balle descend, elle va de plus en plus vite, donc son énergie cinétique augmente. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique, c'est-à-dire que quand l'énergie potentielle va diminuer de par exemple 1 joule, eh bien l'énergie cinétique va augmenter de 1 joule. Parce qu'il y a transformation de l'énergie mécanique en énergie cinétique. Et donc quand on fait la somme des deux, étant donné qu'il y a conversion à chaque instant entre les deux énergies, eh bien la somme des deux qui correspond à l'énergie mécanique, eh bien elle ne varie pas. Alors là sur le graphique c'est pas très net, mais si on fait abstraction des petites ondulations dues aux erreurs de mesure, eh bien on a quelque chose de stable, ça veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Voilà. Donc, je vous donnerai de toute façon le document final. Et puis vers la fin, là, vers les 3 dernières mesures, on voit que l'énergie mécanique diminue. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vitesse n'augmente pas autant qu'elle devrait. Du coup, la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique ne se fait pas complètement. Il y a une perte d'énergie qui fait que, au total, l'énergie mécanique va diminuer. Et pourquoi est-ce que cette énergie mécanique diminue? Tout simplement parce que quand on va vite, eh bien on frotte dans l'air davantage, et donc quand la balle commence à aller très vite vers la fin de son mouvement, eh bien les frottements ne sont plus négligeables. Et lorsqu'on ne néglige pas les frottements, eh bien il y a une perte d'énergie mécanique sous forme de chaleur, c'est-à-dire que la balle va chauffer dans l'air. Alors évidemment, on ne peut pas mesurer sur ce genre de mouvement le frottement, mais si vous lâchez un objet depuis très haut dans le ciel, eh ben il va frotter, il va tellement frotter qu'il va prendre feu. C'est le principe des météorites. Voilà. Et donc dans quelles conditions l'énergie mécanique se conserve-t-elle? Eh bien, elle se conserve lorsque la seule force qui travaille est le poids. Donc un objet peut être soumis à plusieurs forces, mais s'il n'y a que le poids qui travaille, si les autres forces ne travaillent pas, alors l'énergie mécanique va se conserver. Par contre, dès qu'il y a par exemple des frottements, donc une autre force qui travaille, eh bien l'énergie mécanique ne se conserve plus. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui.